Quand j'ai repris le sujet que je ne sais pas si je me l'étais auto-donné ou si on me l'avait hétéro-attribué, mais je me suis rendu compte quand j'ai regardé ce qu'on avait fait il y a 2 ans, qu'on m'avait demandé de faire l'histoire naturelle de la malformation de Chiari, ce qui était déjà à peu près la même chose que ce qu'on me demande aujourd'hui, et que ma deuxième diapo, c'était l'histoire naturelle de l'anomalie de Chiari. Et ça montre bien ma conception des choses. Et en fait, je ne vais pas tout reprendre parce que la plupart d'entre vous ont vu ce que j'avais dit il y a 2 ans. Et puis que mon message n'est pas très différent, même si, parce qu'en refaisant la bibliographie sur ce qui s'est écrit depuis 2 ou 3 ans, finalement les choses ont complètement changé. C'est-à-dire que en reprenant la bibliographie, et je pense que tous ceux qui, comme moi, ont refait une bibliographie un peu compacte pour faire une présentation par exemple, se sont rendus compte que les choses ont changé, et les choses ont changé de 2 manières. Un, dans la conception d'une pathologie évolutive et parfois et même souvent régressive, et et je vais juste vous montrer des exemples, et c'est ça le but de mon propos, on a basculé sur une bénignité de ce qui est le Chiari et la syringomyélie, qui a même dépassé, à mon avis, la réalité des choses et la réalité de la prise en charge des patients, ce que j'aurais absolument pas dit il y a 2 ans. Alors, première idée, la pathologie évolutive et l'évolution vers la régression. Alors, moi, j'ai une collection qui s'enrichit, je vais aller assez vite, mais on sait très bien, à partir du moment où on décide de surveiller des enfants, et je vais commencer que par la pédiatrie, des enfants qui présentent une anomalie de Chiari, et encore une fois, on parle que du Chiari 1, et pas du tout du Chiari du myélome méningocèle, c'est que quand on prend son temps et qu'on n'intervient pas, eh ben on va voir ces lésions évoluer. Et dans la plupart du temps, ces lésions vont évoluer vers une diminution ou une disparition du Chiari, une diminution ou une régression de la syringomyélie. Alors, il y a vous voyez ici encore un autre exemple avec la syringomyélie et la fosse postérieure. Je vous en ai remis un exemple. Enfin, j'en ai une collection maintenant qui commence à être assez riche et qui est impressionnante parce que chirurgicalement, c'est ce qu'on veut faire et de temps en temps, on ne le fait pas aussi bien que ça. La manière dont on interprète les choses, mais encore une fois, on n'a pas la démonstration de ce qu'on a là. Et Fabrice se posait la question tout à l'heure. On a l'impression que c'est une discordance entre le système nerveux et le contenant, c'est-à-dire la fosse postérieure sur lequel il y a une anomalie, et qu'il y a un remodelage. Et que ce remodelage, avec le temps, et là encore on peut discuter pourquoi il y a un remodelage, est-ce qu'il est anatomique, est-ce qu'il est génique, est-ce qu'il est hydrodynamique avec les mouvements du liquide céphalorachidien, on n'en sait rien, mais on a l'impression qu'il y a un remodelage dans le temps qui va faire que ces fosses postérieures vont se remodeler avec des trucs de temps en temps qui sont incompréhensibles. Vous voyez ici, 2015-2016, la syringomyélie a disparu, mais pas le Chiari. Vous voyez encore 1 an plus tard, le Chiari n'a pas disparu. Donc il y a encore des choses qu'on ne comprend pas complètement. Et on s'était posé ces questions-là. Pour moi, le papier Princeps, c'est un des papiers les plus importants. C'était les papiers de l'équipe de Rome qui avait décidé de ne pas intervenir sur des Chiari de type 1 chez l'enfant et qui avait publié leurs résultats, vous voyez, sur ces 22 enfants, où on avait 73% d'enfants qui s'amélioraient ou restaient asymptomatiques. On n'en avait qu'un quart qui s'aggravait, et il n'y en avait que 2 qui avaient été opérés, et avec la réduction du Chiari sur la radiologie. Et depuis, c'est pareil, on accumule les articles, où on a tout dans tous les sens, régression spontanée du Chiari, de nouveau régression spontanée du Chiari et de la syringomyélie, et rebelote, et on a les choses associées. Ici, c'était un Chiari possiblement induit par l'hormone de croissance, et vous savez qu'il y a certaines anomalies génétiques qui associent des anomalies de l'hypophyse et des Chiari qui sont extrêmement fréquents, et que quand on a un Chiari, en tout cas nous chez l'enfant, on jette toujours un coup d'œil
l'hypophyse et on devrait le faire immédiatement dans l'autre sens, tant les anomalies génétiques, et même s'il y a une étude en cours sur la génétique ou la transmission familiale des chiari qui est en cours à l'heure actuelle, tant ces formes familiales ou génétiques sont extrêmement particulières, qu'elles pourraient nous aider à comprendre le mécanisme de ces lésions, mais que ce ne sera jamais la majorité de ces anomalies. Et ce qui est encore plus étonnant, et ce qui va un peu à l'encontre de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le remodelage de la fosse postérieure et ceci, cela, c'est qu'il y a des formes chez l'adulte aussi. Et je pense que vous en avez rencontré de la même manière. Et vous voyez que si on remet en perspective les tout derniers articles, et ça c'est les articles qui ont été publiés pratiquement tous il y a moins d'un an, il y a des choses qui commencent à sortir. Vous voyez celui-là où on a le suivi sur 16 ans d'une anomalie de fosse postérieure et d'un chiari, et on voit sa résolution progressive avec le temps. Et on avait fait à Bombay il y a 2 ans un grand symposium sur l'évolution naturelle du chiari et de la syringomélie et ce qu'on doit en faire, sur lequel j'irai vite en disant qu'on n'avait pas inventé la poudre. Vous voyez, ça c'est un article du British Medical Journal qui a 115 ans maintenant, où il y a finalement ce qu'on dit à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas se précipiter, il faut regarder, il faut poser ses indications à bon escient, et qu'il y a un vrai problème sur la manière dont on doit prendre ces patients en charge, en sachant que ma compétence, elle est purement pédiatrique, et que, encore une fois, on peut discuter les choses de manière différente sur la prise en charge de l'adulte, mais qu'on sait très bien maintenant chez l'enfant, et on a un consensus, mais je vais passer vite, sur le chiari et aussi sur la taille de la syringomyélie, c'est-à-dire que le dernier élément qui restait quand même, sur lequel les neurochirurgiens, en tout cas les neurochirurgiens pédiatres, étaient un peu réticents pour ne pas opérer, c'était les grosses cavités syringomyéliques associées au chiari, et les choses sont en train de changer actuellement. Et on a des grosses séries, sur l'histoire naturelle, où on voit, vous voyez ici, que moins de 10% finalement de ces chiari de l'enfant sont opérés, et qu'on est beaucoup plus sur la surveillance armée que sur l'intervention, en sachant qu'il y a toujours un certain nombre d'indications. Et vous voyez que parmi les 2 derniers articles, il y a celui de Dominic Thompson à Londres et celui de nos collègues aux États-Unis à Charlottesville. Et finalement, le terme malformation de chiari est en train de disparaître progressivement avec le temps. Ça, c'est le texte de Dominic Thompson qui dit parfaitement bien ça. C'est qu'avant, on disait, il y a la malformation de chiari qui était ceci, machin, et que là, on est complètement perdu pour comprendre ce que sont ces pathologies, et donc pour définir la manière de les traiter. Et ça, c'est l'autre article de Charlottesville qui disait, et là, c'est ce que je suis en train de vous dire, on a complètement basculé de l'autre côté. Probablement, on a été un tout petit peu trop loin dans le balancier, qui dit que l'évolution est beaucoup plus favorable que ce qu'on pensait, et que la littérature est très en faveur finalement de la non prise en charge chirurgicale de ces malformations. Et il y a plusieurs papiers qui disent la même chose, en sachant qu'il y a quand même malgré tout la différence entre l'évolution qui est quasiment toujours favorable chez l'enfant, alors qu'on a les déficits neurologiques et la persistance de douleurs difficiles à traiter chez l'adulte. Mais là encore, l'image favorable. Et puis, il y a, et je vais continuer, et il y a maintenant des grandes études et des méta-analyses qui vont dans le même sens. Et ça, c'est une des méta-analyses qui dit la même chose, c'est-à-dire qu'il y a presque la moitié des patients qui vont s'améliorer dans le temps, avec la diminution des céphalées, d'effort, avec la diminution d'un certain nombre d'éléments douloureux, et que donc l'histoire naturelle du chiari est une histoire finalement à construire, parce que finalement cette attitude elle est relativement récente, et qu'on a quand même un horizon relativement bouché dans le temps, avec la manière privilégiée et le questionnement sur la manière dont on doit prendre nos décisions chirurgicales. Alors,
en conclusion, c'est sûrement une pathologie évolutive, que l'attitude où on doit au moins prendre du temps avant d'aller à la chirurgie est, à mon avis, plus que raisonnable. Il y a un vrai questionnement sur est-ce que la syringomyélie doit changer notre avis chirurgical, en tout cas chez l'enfant. On a quand même un certain questionnement sur la pérennité de cette attitude et ce qu'on est en train de faire sur une période à plus long terme, et qu'on a besoin d'avoir l'histoire naturelle. Et je terminerai avec ça. Moi, j'ai un vrai problème, c'est que je n'arrive pas à comprendre où passent nos enfants ou qui sont vos adultes. C'est-à-dire que, alors qu'il y a beaucoup de pathologies où on connaît ce continuum, où on fait des transitions et où maintenant les choses sont réglées. Par exemple, sur les dysgraphismes, on a une vision très très nette, même si on le fait mal, monsieur Hafner, je vois que vous me regardez comme ça. Mais en tout cas, on essaye en tout cas d'avoir ce suivi, on a ce continuum, on a une idée de l'évolution dans le temps de ces patients. On a l'impression qu'il y a une barrière et qu'on a nos enfants qu'on prend en charge, qu'on opère, qui vont bien pour la très grande majorité, et puis qui disparaissent dans la nature, et puis qu'il y a une autre population qui éclose chez les adultes. Et on ne sait pas si c'est la même, ce que deviennent nos enfants, ce que sont vos adultes, et je pense qu'il y a un vrai boulot, et c'est probablement notre boulot au niveau du centre de référence à construire, pour comprendre si vraiment on a deux pathologies complètement différentes, si on rate des choses chez nous, ou si vous voyez des choses de votre côté. Je vous remercie. Un commentaire peut-être de vous qui avez une forte activité pédiatrique. Merci Michel pour cette présentation. Moi je suis Escalade de Marseille. C'est un vrai défi le Chiari, parce que c'est vrai que les enfants sont traités, on les voit disparaissent, et quand on en parle avec un collègue adulte, ils ne voient pas les mêmes patients. Ça c'est une évidence. Après la question qui reste et à laquelle je n'ai pas la réponse, un Chiari symptomatique simplement algique, Michel, est-ce que tu l'opères ou pas? Ça. Parce que si on écoute ta présentation, tu vas me dire qu'il ne faut pas l'opérer, il faut attendre. Non, j'ai deux manières de répondre. Si c'est des céphalées d'effort typiques, associés à des troubles de la polysomnographie, parce que la polysomnographie est pour nous un examen fondamental, il n'y a aucune discussion sur l'indication chirurgicale, parce qu'on va leur faire du bien le plus souvent et qu'ils vont s'améliorer. Ils passent tous par la consultation. On avait parlé des consultations antidouleurs ce matin. On les montre à la consultation antidouleur aussi pour faire la part et la compréhension de ces douleurs en dehors de ces douleurs extrêmement caricaturales que je viens de te décrire. Et c'est rare, moi ça m'arrive jamais de dire à des patients je vous opère la semaine prochaine. Ça n'est jamais arrivé. Ça n'arrive jamais. Voilà. Mais sans polysomno, simplement algique. Mais algique, il faut s'entendre sur ce que c'est l'algique. Sur des céphalées d'effort. Un sportif qui a mal à la tête dès qu'il s'entraîne, il faut l'opérer. Je ne discute pas de ça. Je ne sais pas si Olivier aussi. Moi je ne parle jamais d'urgence empirique, ça c'est sûr. J'ai une petite question par rapport à l'équipe de Trousseau qui disait ne jamais voir donc de Chiari 1 lors des échographies précédant les accouchements. Est-ce que ça veut donc dire que le Chiari n'est pas une malformation congénitale? Parce que nous, c'est ce qu'on avance tout le temps. Mais finalement, si on n'en voit jamais au moment de la vie intra-utérine, j'imagine qu'à la naissance, ils ne sont pas là non plus. On est d'accord? Pour répondre rapidement une remarque à Michel Zérin, nous avons chez la population adulte, on a vu dans notre centre de guérison spontanée Chiari avec syringomyélie, Chiari sans syringomyélie, et je veux aussi syringomyélie. Mais il faut voir qu'on a 6 patients sur toute la cohorte des nouveaux patients de 2007 à présent. Donc ça fait environ entre 250 à 300 nouveaux patients à l'année. Donc le pourcentage de guérison spontanée chez l'adulte sont extrêmement faibles. Je pense qu'ils sont, je n'ai pas retenu les chiffres, mais je suppose que chez l'enfant, ces guérisons spontanées, pour des raisons que je ne connais pas, sont plus fréquentes. Donc chez l'adulte, il n'existe aussi jamais, dans les cas de guérison spontanée, radiologique et clinique,
ils ne sont pas inclus les malades avec apnée du sommeil, avec des signes de souffrance vraiment du tronc cérébral importants, donc des signes de Chiari très importants. Deuxièmement, pour vous, il y a probablement une certaine différence entre, mais on n'a pas le temps de discuter, ou c'est Michel qui va discuter un peu plus largement, entre Chiari 2 et Chiari 1. Moi, je parle de Chiari 1. Chiari 1, il y a certaines formes de Chiari 1 qui est, on va l'appeler entre guillemets congénitale, c'est pas héréditaire, c'est pas génétique, on est d'accord. Et c'est simplement, à mon avis, un défaut une rapide fermeture de la fosse postérieure qui entraîne un Chiari-like ou une descente des amygdales, donc un Chiari, et non pas une maladie comme le Chiari 2, etc. Pour faire vite. Si on le voit jamais. Mais c'est normal qu'il ne le voit jamais parce que ça se passe entre 0 et 2 ans. Non, mais c'est une excellente remarque, et c'est pour ça que certains préfèrent utiliser plutôt le terme d'anomalie de développement. Mais ceci étant, il y a quand même, en particulier par rapport à certains modèles animaux, des anomalies au niveau de certains gènes HOX qui participent au développement osseux de l'écaille occipitale notamment, qui font qu'il y a une anomalie constitutionnelle et ensuite une anomalie de développement. Encore une question sur la présentation de Michel Zera. Oui, peut-être la dernière. Oui, moi je voulais revenir, si c'était possible, je voulais revenir sur ce que vous disiez, Monsieur Zera, quand vous disiez que à l'âge enfant, vous voyez beaucoup de gens, à un moment vous voyez plus personne, après ça revient en étant adulte. Vous dites, mince, est-ce que c'est les enfants qu'on a suivis quand ils étaient petits ou est-ce que c'est d'autres qui viennent adultes en se posant des questions? Je pense que après, voilà, de notre avis de Spina, de personne Spina, je pense qu'en fait, c'est cette charnière de la période d'adolescence qui fait que on ne va pas se cacher que ça nous a tellement marqué et saoulé quand on était enfant, plus le poids parental, ça il ne faut pas le nier, qu'en fait, quand on est ado, tout ce qu'on veut, c'est qu'on nous foute la paix, et quand on est adulte, il y a des problèmes qui reviennent, donc on revient, et c'est certainement pour ça. Donc, encore une fois, pour les dysgraphismes et les myélomélangocèles, je suis 100 fois d'accord avec ce que vous dites, et Véronique Forin le sera encore plus que moi, parce que c'est une période de la vie extrêmement compliquée de prise en charge. Là, le questionnement est un tout petit peu différent. Enfin, je trouve qu'il est un tout petit peu différent. C'est pas simplement l'abandon au moment de l'adolescence parce qu'on en a marre de la prise en charge. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne crois pas que ce soit la même chose. Juste pour répondre à votre question, et à ce qu'a dit Fabrice, ce qu'on voit chez les tout petits, c'est des chiaris secondaires. C'est-à-dire que tous les syndromes de Crouzon, par exemple, vont avoir une suture prématurée des lambdoïdes et vont faire un chiari. Les malformations de la veine de Galien ont une hyperpression veineuse et qui vont entraîner un chiari. Et on peut décliner, je pourrais vous le faire, mais c'est à chaque fois le chiari qui va suivre des conditions particulières qui vont faire que le cervelet est parallèle dans la fosse postérieure, quelle que soit la raison. C'est-à-dire que c'est des anomalies de développement, c'est qu'il y a une discordance entre le contenant et le contenu qui fait que le chiari existe. Olivier ou Philippe, là vous avez une remarque supplémentaire à faire, non, sur le... Olivier, tu veux intervenir? Un micro là-haut, s'il vous plaît, en haut de la salle. Merci. En fait, je ne voulais pas intervenir, mais puisque tu me donnes la parole, Fabrice, je ne me défilerai pas. Je trouve que effectivement les choses changent, on va dire, dans la compréhension de la malformation de Chiari ou du Chiari, mais je pense qu'il est tout autant difficile pour l'instant de délivrer ce message, surtout dans famille et association, que par exemple Chiari et syringomyélie, on est très attentiste avant d'intervenir.
Moi qui suis ces malformations enfants et adultes, on va dire maintenant depuis 20 ans, parce que c'était en fin d'Internet que j'ai commencé à m'y intéresser sérieusement, vraiment, on a cette crainte d'arriver à l'âge adulte avec une syringomélie qui peut poser ensuite des problèmes de douleur qui sont vraiment une autre paire de manches après. Alors on fait comme toi, c'est-à-dire évidemment on n'opère pas un Chiari la semaine suivante, ça je crois que heureusement. On se sert beaucoup de la polysomnographie. On a un protocole de recherche, Kiren Stella qui est dans la salle est inscrite en thèse d'université sur un programme de recherche sur le Chiari de type 1, mais je ne suis pas sûr qu'on attende aussi longtemps peut-être que toi avant de proposer une chirurgie. Merci. On va continuer, enchaîner. Une petite question rapide.